Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre webinaire de l'édition spéciale du CRI Pandémie, notre séminaire annuel Convergence, Recherche, Intervention, organisé conjointement par le RISC, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'équipe Hermès et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Donc, avant de commencer le webinaire, voici quelques précisions concernant son déroulement. Donc, le webinaire se déroulera en 2 temps, débutant d'abord par une conférence magistrale d'une durée de 30 minutes, qui sera suivie en fait d'une période de questions de 15 à 30 minutes. Donc, je remercie tous les participants qui se sont joints à nous. On est présentement 56. Donc, la présentation a lieu via la plateforme Zoom et de type webinaire. Donc, c'est pour ça que l'ensemble des participants, là, les 57, votre micro et votre caméra sont automatiquement désactivés, ce qui permet d'accueillir davantage de participants à notre webinaire et d'assurer une bonne qualité du son pour tous. Cependant, je vous invite vraiment à interagir avec notre conférencière d'aujourd'hui en indiquant vos questions via la fenêtre chat ou clavardage qui se situe en bas complètement de votre fenêtre Zoom, ou alors en commentant et en posant vos questions verbalement à la fin du webinaire. Donc, pour ce faire, vous avez simplement à cliquer sur « Lever la main », puis je pourrai à ce moment-là vous accorder le droit de parole et vous pourrez aussi activer votre caméra si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez également me contacter personnellement à la fin du webinaire si vous avez des difficultés, pas à la fin, mais tout au long du webinaire, si vous avez des difficultés ou si vous avez des demandes particulières à me faire. Puis, si jamais la connexion coupe, vous pouvez simplement cliquer à nouveau sur le lien du webinaire Zoom pour vous joindre à nouveau à nous. Finalement, veuillez prendre note que la conférence sera enregistrée pour rediffusion sur notre site Web, puis le PowerPoint d'aujourd'hui va être également disponible sur notre site Web. Ceci dit, je ne prends pas davantage de temps, puis nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Jennifer dont le webinaire s'intitule « Modèle de traitement efficace pour les problèmes de santé mentale et d'usage de cannabis chez les jeunes ». Donc, je souhaite un bon webinaire à tous et à toutes, puis je souhaite maintenant la parole à Jennifer et à Michel. Merci beaucoup, Amélie. OK. Émilie, si je peux dire juste quelques mots pour introduire Jennifer. Je croyais que c'était important d'expliquer un peu, de cadrer un peu la demande qu'on lui avait faite pour ce projet-là. Et ça va aider, je pense, aux participants à voir un peu l'angle qu'elle a choisi pour faire ses analyses et présenter les résultats. Alors, mon nom est Michel Perrault. Je suis... j'aimerais dire jeune chercheur en développement, mais disons que je suis chercheur établi et qui mène le programme des formations croisées depuis une vingtaine d'années. Et c'est croisé santé mentale et toxicomanie. Et dans ce contexte-là, on montre beaucoup d'événements. Le cannabis est devenu un thème très important depuis 2 ans. Et dans le cadre des activités qu'on a montées, on était intéressé à connaître c'était quoi les modèles de traitement efficaces pour choisir, en fait, pour établir le contenu des formations, du matériel, le choix des invités et tout ça. Et je dirais, il y a 2 logiques. Il y a la logique du traitement tel qu'on le connaît, tel qui est pratiqué, et puis comment on peut, généralement, choisir. On tente de trouver les modalités pour appliquer les traitements, mais plus rarement on s'interroge vraiment sur le niveau de preuve, sur les pratiques. Et c'est un exercice qui est plus, je dirais, qui est différent, qu'on se base sur des critères, entre guillemets, scientifiques, pour établir quels sont les traitements établis. Et le mandat qu'on a donné à Jennifer, c'était d'aller voir la littérature, d'aller voir c'est quoi le niveau d'évidence pour les traitements de troubles concomitants, santé mentale et cannabis. Et en fait, les problèmes, devrais-je dire, concomitants. Et c'est le mandat chez les jeunes, c'est un travail difficile. Et l'étape suivante, ça va être de prendre c'est le fruit de ces travaux, puis aller valider avec des intervenants pour qu'on voit quels sont les morceaux de ça qui sont appliqués ou pas, sans que pour autant les modèles qu'elle va vous présenter soient appliqués intégralement. Alors moi, je crois que je vous ai un peu, j'ai un peu circonscrit le travail qu'on lui a demandé et j'invite Jennifer à procéder avec
directement avec sa présentation et à la fin, peut-être s'il y a de la place, on pourra poursuivre, mais allez-y avec vos questions. Je pense que Jennifer va très bien faire le travail. Merci à tous et à toi Jennifer. Merci beaucoup, Michel, de cette belle introduction. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'appelle Jennifer Cohen, comme Amélie et Michel l'ont dit. Je suis assistante des recherches au Centre des recherches de l'hôpital Douglas et aussi étudiante à la maîtrise à l'Université McGill. Je fais une maîtrise en recherche en psychiatrie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les modèles de traitement efficaces pour les problèmes concomitants de santé mentale et d'usage de cannabis chez les jeunes. Donc, ici, on parle de... ici, on parle des problèmes et non troubles parce qu'on veut parler vraiment des problèmes qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués, qui n'ont pas nécessairement un diagnostic, mais aussi les troubles qui ont déjà eu un diagnostic. Donc, on veut englober ça. Des fois, c'est difficile d'avoir un diagnostic chez les jeunes. Donc, on reste avec problèmes concomitants. Donc, je vais juste vous donner les plans de la présentation. Ici, on va parler des troubles concomitants, des problèmes concomitants et les problèmes associés. Après ça, on va vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'on a fait par la recension des écrits pour identifier les modèles d'intervention pour les problèmes concomitants. Et donc, à la fin, on va identifier pour vous les interventions prometteuses pour traiter les problèmes concomitants chez les jeunes. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de problèmes concomitants ou troubles concomitants chez les jeunes? Parce que il existe déjà une population jeune qui souffre de problèmes concomitants. En 2012, par exemple, 2,7% de la population canadienne des 15 à 24 ans a présenté des troubles concomitants, de l'humeur ou de l'anxiété et d'usage de substances. Quand on parle quand on parle de troubles, on parle aussi de problèmes s'ils ne sont pas diagnostiqués. Et ça, on parle dans la population générale. Donc, ça, c'est dans la population générale. Mais dans un contexte clinique, par exemple, ces chiffres montent un petit peu. Par exemple, 25% de jeunes sont en traitement psychiatrique peuvent souffrir aussi d'un trouble d'usage d'opioïdes, d'un trouble d'usage de substances, incluant un trouble d'usage de cannabis. Et quand on parle des jeunes qui suivent un traitement pour un trouble d'usage de substances, ces chiffres montent encore plus. On peut constater que de 84 à 88% de jeunes qui suivent un traitement pour un trouble d'usage de substances peuvent souffrir des problèmes de santé mentale. Donc, on voit qu'ils peuvent être vraiment liés et donc peuvent coexister très souvent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle des troubles d'usage de cannabis ou problèmes d'usage de cannabis chez les jeunes? Mais bien sûr qu'au Canada, le cannabis est une des substances les plus populaires parmi les jeunes. C'était avant la légalisation et encore plus maintenant avec la légalisation en 2018. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de cannabis. Mais en étant une substance tellement populaire comme le cannabis, pensez-vous qu'il y a des problèmes associés à l'usage de cannabis? Ou est-ce que c'est une substance inoffensive? Mais je voudrais vous proposer un petit sondage. Juste répondre à la question, selon vous,
quels sont les problèmes associés à l'usage de cannabis? Au niveau des problèmes associés à l'usage de cannabis, donc 91% ont indiqué toutes ces réponses sur à la fois des impacts sur le rendement scolaire, les problèmes d'attention et les accidents routiers. Puis, entre 3 et 4% ont répondu à l'un des trois autres résultats. Vous avez raison. Oui, toutes ces réponses sont correctes, dans le fond. Et pas juste ces réponses-là. La consommation de cannabis, la surconsommation, on dirait, de cannabis est associée à multiples problèmes. Donc, pas juste les impacts, elle peut juste avoir des impacts sur le rendement scolaire, mais plusieurs autres problèmes sont aussi associés. Donc, allons-y avec les problèmes de, par exemple, les accidents routiers. Ici, on vous partage une petite infographie faite par le gouvernement du Canada qui montre les résultats d'une enquête sur la consommation de cannabis et les accidents routiers. On peut voir que parmi ceux qui peut-être qui pensent que le cannabis n'est pas associé avec des accidents routiers, vous n'êtes pas seul. 50% des consommateurs de cannabis croient que la drogue n'a pas vraiment des effets sur la façon de conduire, alors que la drogue nuit à l'équilibre, à la coordination, aux habiletés motrices, et donc, malheureusement, il est associé aussi à des blessures mortelles lorsqu'une personne conduit sous les effets du cannabis et associé, bien sûr, à la surconsommation. Mais ça et les autres impacts négatifs associés à la surconsommation de cannabis sont plutôt à court terme. On peut parler aussi de symptômes psychotiques qu'une consommation de cannabis peut aussi provoquer. Et ça, on pourrait dire que c'est à court terme et à moyen terme et peut-être aussi à long terme. Mais quand on parle des effets de la consommation de cannabis à long terme, pendant la vie d'un jeune, dans l'adolescence, la vie adulte, on peut penser que pendant l'adolescence, la jeunesse, c'est un moment de développement cognitif encore. Il y a beaucoup de développement qui s'est passé déjà, mais qu'il reste encore du développement à faire. Donc, lorsqu'un jeune consomme une substance par exemple le cannabis, une substance exogène peut avoir un impact négatif sur ce développement et encore peut affecter d'autres processus liés au développement cognitif. Donc, on voit déjà qu'il y a des problèmes à court terme associés à la surconsommation de cannabis. Il y a des problèmes associés à des problèmes associés à moyen terme et à long terme. Et donc, quand un jeune présente des problèmes d'usage de cannabis et aussi de santé mentale, comment peut-on traiter ces problèmes? Donc, il existe on dirait, des modalités de traitement conventionnels. Conventionnellement, au lieu de traiter les deux problèmes ensemble ou d'une façon intégrée, les problèmes concomitants étaient traités séparément. Donc, un problème traité seulement et des fois, l'autre n'était pas traité et considéré comme un problème juste associé et pas un problème en tant que tel. D'autres fois aussi, les problèmes concomitants peuvent être traités de façon séparée, un après l'autre, laquelle on parle, à laquelle on se réfère comme une modalité de traitement coordonné, séquentiel, excusez-moi, et si c'est en même temps, c'est coordonné. Donc, si un traitement vient après l'autre, c'est séquentiel, et si les traitements se passent en même temps, on dirait que c'est des traitements coordonnés.
Peu importe si c'est à la même place, si c'est avec des professionnels différents, si c'est un traitement différent, ce n'est pas intégré. Mais par contre, l'administration Substance Use and Mental Health Service Administration, bien connue comme SAMHSA, aux États-Unis, recommande depuis longtemps les traitements intégrés pour traiter les problèmes concomitants chez les adultes et chez les jeunes. Donc, ça nous met à penser que ça serait une priorité d'avoir de traitements intégrés et pas juste séquentiels, coordonnés ou pour un seul problème. Donc, lorsqu'on regarde la littérature, on ne trouve pas nécessairement des recensions de traitement pour les problèmes concomitants, plus particulièrement pour les problèmes d'usage de cannabis. Et c'est pour ça que notre objectif était d'identifier les traitements soutenus par des données probantes pour les problèmes concomitants de santé mentale et d'usage de cannabis chez les jeunes. Et pour ce faire, on a mené une recension critique des écrits en utilisant ces mots-clés que vous voyez à l'écran. Et on a ciblé les âges de 12 à 25 ans. C'est ça qu'on considère de jeunes, donc plus jeunes. Et ceux qui commencent leur vie adulte restent encore de jeunes jusqu'à 25 ans. Ça, c'était notre définition. Et on a décidé d'inclure les articles d'intervention, les études d'intervention qui incluaient les substances, notamment l'alcool, la cigarette et autres substances, parce qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'études qui incluaient seulement le cannabis, qui s'est concentré seulement sur le cannabis. Donc, on a décidé d'identifier, de vérifier dans chaque article d'intervention si le cannabis était consommé parmi les substances, si les jeunes, dès l'intervention, de l'étude de l'intervention, consommaient du cannabis. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une recension critique des écrits? Mais bien sûr, c'est parce qu'on a utilisé le cadre de référence GRADE, qui est utilisé normalement, notamment pour évaluer la qualité scientifique des études des très faibles à élevés. Donc, 4, ça peut être très faible, faible, modéré et élevé. Et juste à titre d'exemple, les essais contrôlés et randomisés ont une qualité scientifique élevée parce qu'ils sont contrôlés et il y a moins de biais qui peuvent se passer. On peut avoir moins de biais. Donc, si on considère les études descriptives qui n'ont pas nécessairement un groupe de contrôle, un groupe de témoins, on leur donne normalement une qualité faible parce que l'environnement est moins contrôlé. Et selon d'autres faiblesses de vie, une étude peut aussi avoir une qualité très faible. Donc, on peut parler plus de ça peut-être à la fin, si vous avez plus de questions. Donc, continuons au résultat. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat de cette recension critique des écrits? Bien, à la fin, on a recensé 707 articles. Et vous pouvez voir à l'écran des raisons pour exclure des articles, des doublons ou parce que les interventions ciblaient seulement un problème ou des interventions de prévention, par exemple. Et à la fin, on a identifié 34 interventions d'après 46 articles. Donc, quand même, quelques interventions. Et ces interventions, on a pu les classifier dans 4 types de traitements. Donc, ici, on peut voir, premièrement, on a les interventions, les approches familiales. On a celles de cognitivo-comportementales et motivationnelles, donc les approches cognitivo-comportementales et motivationnelles. Après ça, on a d'autres
d'autres approches comportementales qui comprennent des aspects de ces deux premières approches. Et à la fin, on a les approches pharmacologiques, bien sûr. On va commencer par les approches familiales. Donc, pour les approches familiales, on a identifié 6 interventions, dont le Multidimensional Family Therapy, Brief Systemic Family Therapy, entre autres. Si on veut aller, on peut aller dans plus de détails après. On va identifier aussi, on va parler des interventions prometteuses, donc on peut aller dans plus de détails à ce moment-là. Et pour les études d'intervention, les études ont rapporté que, les auteurs des études ont rapporté que 4 interventions, donc dans 4 études d'intervention, 4 interventions étaient significativement supérieures au groupe des comparaisons et 4 interventions étaient également efficaces. Donc, juste noter que ces 6 interventions ont été identifiées dans 8 articles, si ça fait plus de sens maintenant. Donc, une intervention peut avoir plus d'une étude d'intervention pour appuyer cette intervention. Et donc, on a classifié ces études d'intervention pour donner on dirait une note, grade, aux interventions. Et les interventions de l'approche familiale ont reçu une qualité grade de très faible à modérée. Donc, 3 interventions ont reçu une qualité grade de modérée, 2 faibles et 1 très faible. Donc, on va parler maintenant des approches motivationnelles et cognitivo-comportementales. Donc, pour les approches motivationnelles et cognitivo-comportementales, on a identifié 5 interventions dans 8 études. Et dans ces études, 5 études rapportées, les auteurs de 5 études rapportaient des résultats significativement supérieurs. Donc, 5 de ces interventions, ou 5 études, rapportaient que les interventions étaient significativement supérieures qu'au groupe de comparaison. Et 3 études ont rapporté que les interventions étaient également efficaces au groupe de comparaison. Et pour ces interventions, la qualité sur grade allait de très faible à modérée. Donc, 2 interventions ont reçu une qualité modérée, 2 interventions une qualité faible et une intervention avait une qualité très faible sur le cadre de référence grade. Donc, maintenant, on peut passer aux autres approches comportementales qui comportent des aspects des autres approches familiales et motivationnelles et cognitivo-comportementales. On a identifié 7 interventions dans 9 études et ces interventions, pour les études d'intervention, rapportaient des résultats significatifs. Par contre, la majorité des études n'étaient pas contrôlées. Donc, c'était dans le même groupe que les auteurs ont trouvé des résultats significatifs. Et c'est pour ça que la qualité sur grade de ces interventions, elle est très faible à faible. Donc ces interventions ne sont pas arrivées à avoir une qualité modérée ou élevée. Et finalement, on a identifié des approches pharmacologiques
Et on a identifié 8 interventions provenant de 10 études. Et dans ces 10 études, on a trouvé que la majorité des études qui rapportaient des résultats significativement supérieurs, donc que l'intervention médicale était significativement supérieure au groupe de comparaison, c'était parce que la médication n'était pas ajoutée à une intervention comportementale. Mais quand les auteurs ont utilisé la médication avec une intervention comportementale, ces résultats ont disparu et la médication avec l'intervention comportementale était également efficace ou des fois moins efficace que l'intervention comportementale avec le placebo, ou des fois également efficace que le placebo. Donc, on peut déjà remarquer quelque chose. Mais par contre, la qualité sur grade de ces interventions était plus élevée. Elle était très faible à modérée, mais la majorité des interventions avaient une qualité modérée sur le cadre des références grade. Donc, discutons les résultats maintenant. Discutons des résultats. On peut déjà constater que les interventions comportementales avaient une qualité plus faible sur le cadre des références grade. Par contre, les interventions pharmacologiques n'étaient pas nécessairement plus efficaces parce que quand on voit les résultats, les auteurs rapportent que la médication avec les interventions, donc administrée avec les interventions comportementales, était aussi efficace que juste l'intervention comportementale et les placebos ou seulement les placebos. Donc, que l'intervention médicale, que la médication n'apportait nécessairement beaucoup plus que seulement juste l'intervention comportementale. Et donc, gardant ça en tête, on a identifié quelques interventions prometteuses, mais on a laissé de côté les interventions pharmacologiques parce que si les résultats n'étaient pas nécessairement supérieurs aux interventions comportementales, mais qu'il y a plus de risques liés aux interventions pharmacologiques, les cliniciens peut-être ne trouveraient pas nécessairement des bénéfices à administrer les interventions pharmacologiques, même avec les interventions comportementales, pour les problèmes concomitants de santé mentale et d'usage de cannabis. Donc, vraiment spécifique pour nos objectifs. Donc, on a identifié 3 interventions prometteuses, dont la thérapie multidimensionnelle familiale, ou bien connue pour son nom en anglais, Multidimensional Family Therapy. Donc, et cette intervention a eu la qualité la plus élevée sur grade, même pour les problèmes concomitants dans notre recension. Deuxièmement, on peut identifier comme une intervention prometteuse l'approche de renforcement par la communauté, ou bien connue par son nom en anglais Community Reinforcement Approach, Adolescent Community Reinforcement Approach, quand on parle des adolescents. Et bien que la qualité sur grade pour cette approche n'était pas nécessairement élevée, donc on peut dire que cette approche a reçu une qualité grade de faible. Il y a quand même des données probantes qui montrent son efficacité pour traiter les problèmes d'usage de cannabis. Et donc, c'est pour ça qu'on a inclus cette intervention comme une intervention prometteuse, en plus des résultats quand même prometteurs pour traiter les problèmes concomitants. Et troisièmement, on a identifié l'addition de l'approche motivationnelle comme une approche
prometteuse. On a vu que l'approche motivationnelle ajoutée à la thérapie cognitivo-comportementale ou au traitement habituellement administré donnait des résultats très, très prometteurs. Donc, parce que l'addition de l'approche motivationnelle peut varier selon la thérapie à laquelle elle est ajoutée, on va juste se concentrer sur les 2 premières interventions. On va parler maintenant de la thérapie multidimensionnelle familiale. Qu'est-ce que c'est la thérapie multidimensionnelle familiale? Bien, une thérapie qui vise à traiter la consommation comme un problème multidimensionnel en ciblant les 4 domaines de la vie de l'adolescent. Donc, vous pouvez voir à l'écran que cette intervention vise à cibler l'adolescent, les parents, la famille et la sphère extrafamiliale. Et cette intervention cible les jeunes de 13 à 18 ans. C'est ça qu'on a constaté dans les études d'intervention qu'on a identifiées et qu'elle aussi montre des résultats positifs pour traiter les troubles, donc pas juste les problèmes, mais les troubles qui sont déjà diagnostiqués, tels que la dépression, le TDAH et les troubles de comportement. Donc, bien sûr, qui sont des problèmes qui peuvent coexister avec le problème d'usage de cannabis. Cette intervention peut être administrée par un thérapeute, soit un psychologue, un travailleur social, travailleuse sociale, en ajout à l'appui d'une équipe multidisciplinaire. Et dans les études d'intervention, on a constaté que cette intervention était plutôt implantée dans des cliniques de dépendance ou familiale. On va parler maintenant de l'approche de renforcement par la communauté. Et cette approche a comme objectif de réorganiser les différents aspects de la vie du jeune, de l'adolescent, afin de récompenser davantage le comportement des sobriétés que le comportement des consommations. Et donc, quand on parle de problèmes concomitants, aussi des problèmes associés aux problèmes de santé mentale, quoi que ce soit. Cette intervention, on a constaté dans les études qu'elle était plutôt administrée aux jeunes de 12 à 24 ans et elle était administrée par un thérapeute, peut être aussi un psychologue, travailleur social, et qu'elle peut être aussi utilisée pour traiter les troubles déjà diagnostiqués, soit troubles de dépression, troubles anxieux, troubles de comportement. Donc, un peu différent que la thérapie multidimensionnelle. Ça peut traiter des problèmes un peu différents selon la littérature. Et cette intervention a été implantée dans des milieux vraiment, vraiment variés. Donc, on peut déjà constater que c'est un peu plus flexible, cette intervention. Peut être administrée à la maison, à l'école, dans des cliniques. Et dans d'autres études, spécifiquement, plus particulièrement pour l'usage de cannabis, on peut constater que quand elle est utilisée pour traiter les problèmes de consommation de cannabis, elle a un très bon rapport coût-efficacité. Donc, elle est quand même une intervention très, très prometteuse. Donc, c'est déjà la fin de la présentation. Je sais que j'ai beaucoup parlé et qu'il y a beaucoup de contenu, mais je vous laisse un petit résumé de la présentation. On a parlé de la problématique, pourquoi on parle de problèmes concomitants et de problèmes d'usage de cannabis plus particulièrement. On peut constater qu'il y a des problèmes très sérieux aussi liés à la consommation de cannabis et que quand ils coexistent avec les problèmes de santé mentale, quand les problèmes peuvent coexister avec ces problèmes de santé mentale, on ne trouve pas nécessairement des recensions des traitements appuyés par des données probantes. Et c'est pour ça qu'on a procédé avec une recension critique des écrits pour trouver ces traitements appuyés par des données probantes pour cette population.
on a utilisé le cadre de référence GRADE. On a vu que les interventions comportementales avaient une qualité faible scientifique selon l'approche GRADE, mais que les interventions pharmacologiques n'étaient pas plus efficaces juste parce qu'elles avaient une qualité scientifique plus élevée. Donc, ça ne veut pas dire qu'une intervention qui a une qualité plus élevée est plus efficace. Donc, c'est à noter. Et donc, on a identifié 3 types d'interventions prometteuses, juste à noter. On veut bien sûr reconnaître la contribution financière qui nous a permis de mener cette recension écrite au ministère de Santé et Services sociaux, gouvernement du Canada et au Centre de recherche Douglas. Et voilà, les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada, ni du ministère de la Santé et des Services sociaux, ni du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Cette présentation sera disponible dans le site web du risque. Et si vous êtes intéressé par la liste de références, j'ai donné beaucoup de références. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous l'acheminer. Et je vous recommande aussi de la littérature, bien sûr. Donc, cette présentation sera disponible sur le site web. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Jennifer, pour la présentation très intéressante. Donc, comme je l'indiquais au début dans mon petit mot, je vous invite maintenant à indiquer vos questions. Puis, si vous souhaitez prendre la parole, c'est également possible en levant la main toujours dans le chat ou lever la main en bas de la fenêtre Zoom. Puis, j'ai également mis le lien vers un court questionnaire pour donner votre rétroaction sur le webinaire d'aujourd'hui, puis aussi sur le concept général du CRI pandémie. Puis si jamais vous avez déjà répondu à cette section-là, il n'y a pas de problème à la sauter là, pour avoir votre rétroaction. Donc, je vous remercie. On a été jusqu'à 89 participants aujourd'hui, vraiment beaucoup d'intérêt. Puis, je vais lire les questions lorsqu'il va en avoir à l'intention de Jennifer. Excellent. Et je laisse ici le résumé de la présentation, juste au cas où c'était trop chargé. Les participants peuvent juste revenir à ces résumés. Juste s'ils ont pensé c'est une bonne idée. Pendant la présentation. Oui. Pour le moment, je ne vois pas de questions ni d'interventions vidéo-audio. Je ne sais pas si Michel, tantôt, tu avais parlé un petit peu, si tu voulais ajouter des petites précisions ou Léonie. Je vois une question ici sur le chat. Okay. Ah oui! Donc, est-ce qu'on débute par ça, Jennifer? Oui, dans le fond, la question de Christopher, c'est qu'est-ce qu'on attend par efficace? Est-ce qu'on dit des interventions efficaces? Dans le fond, très bonne question. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Christopher. C'est une vraiment bonne question. Donc, qu'est-ce qu'on entend par efficace? Qu'après avoir suivi le traitement, soit pour, ici pour les problèmes concomitants spécifiquement, plus particulièrement, si le traitement a été efficace, on peut voir une diminution dans la consommation de cannabis après avoir suivi le traitement. Et bien sûr, s'il y a de suivi, comme de follow-up, d'autres études, s'il y a encore de la diminution dans la consommation de cannabis et aussi, pour les problèmes concomitants, dans les symptômes des problèmes ou des troubles, des problèmes de santé mentale, c'est comme ça qu'on établit que l'intervention a été efficace. Et pour la limite, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que c'est par exemple, quantité de diminution, si on veut.
c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'intervention, ça dépend vraiment du professionnel, ça dépend vraiment du jeune. Mais s'il y a eu une diminution, que les cliniciens trouvent que c'est quand même significatif pour le jeune, donc c'est déjà efficace dans ce cas-ci. Peut-être, Jennifer, si tu pouvais aussi expliquer, en raison de la difficulté à trouver des interventions qui se qualifiaient dans les plus hauts niveaux de preuves, comment tu as procédé pour identifier les approches prometteuses? Oui, parfait. Donc, pour les interventions prometteuses, il y a eu quand même beaucoup d'études sur les problèmes d'usage de cannabis, donc pour traiter les problèmes d'usage de cannabis. Et on peut aussi tirer de l'information de cette littérature des interventions pour traiter les problèmes d'usage de cannabis. Et quand on voit cette littérature, on peut constater que ces interventions, la thérapie multidimensionnelle familiale et celle de renforcement par la communauté ont été vraiment efficaces pour traiter le problème d'usage de cannabis et aussi de troubles quand il y a eu un diagnostic. Donc, on constate aussi qu'il y a des résultats positifs pour traiter les problèmes concomitants. Donc, quand on a aussi des problèmes de santé mentale et qu'on a aussi obtenu des résultats très positifs pour traiter le problème d'usage de cannabis, on peut dire que c'est des interventions très prometteuses qui bien sûr, ont besoin de plus des études pour bien appuyer et bien généraliser cette intervention, mais on peut quand même constater qu'ils sont des interventions prometteuses. Je peux vous montrer rapidement aussi de graphiques pour vous montrer, par exemple, des rapports coût-efficacité que ces interventions ont, qui c'est quand même très important dans les milieux cliniques d'avoir des interventions avec un bon coût-efficacité. Donc ici, on peut voir, par exemple, ici, c'est une approche motivationnelle. Ici, on peut voir l'approche de renforcement par la communauté. C'est en anglais, donc c'est nom en anglais. Community Reinforcement Approach, Motivational Enhancement Therapy. Donc, c'est une approche motivationnelle. Et ici, Multidimensional Family Therapy. Donc, ici, on peut voir que ça, c'est deux études différentes, mais quand on compare directement ces trois interventions, on peut voir quand même qu'il y a quand même beaucoup de... ici, c'est l'abstinence. Des fois, c'est juste la diminution. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif de l'étude. Mais ici, on peut voir que les résultats sont quand même comparatifs et que quand on regarde, parce qu'ici, par les résultats, ils ont obtenu des résultats significativement positifs, mais quand on voit le rapport coût-efficacité, on peut voir que ces interventions donnent des résultats très positifs par rapport au coût. Donc, ils sont efficaces, bien sûr, et aussi, ils ont un coût quand même pas très élevé. Ici, c'est Motivational Enhancement Therapy. Donc, ici, c'est motivationnel, familial, motivationnel, familial. Donc, c'est les approches quand même prometteuses qu'on a identifiées. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Jennifer, je vois sur il y a deux questions là, qui sont apparues. Peut-être que tu peux y répondre rapidement. C'est, tu vois, une intervention pharmacologique peu efficace car manque de collaboration du jeune, point d'interrogation. Puis il y a une autre qui est plus technique aussi, c'est intervention dans la communauté. On parle ici d'accompagnement, point d'interrogation. C'est des questions. C'est parfait, on peut répondre aussi. Peut-être tu peux dire deux mots rapidement. Oui, parfait.
Donc, intervention pharmacologique. Donc, il y a quand même des moyens de savoir si le jeune a collaboré ou pas par rapport aux interventions pharmacologiques, par des tests. Des fois, ça dépend vraiment de l'intervention. Pour ça, on devrait rentrer dans plus de détails dans le devis des interventions des études, mais bien sûr, ça peut aussi être une raison à considérer. Merci beaucoup. Et pour l'intervention dans la communauté, on parle ici d'accompagnement. Oui, on parle d'accompagnement. On parle aussi d'accompagnement de la famille, de la communauté en tant que telle, donc des intervenants, des professeurs. Par exemple, juste à titre d'exemple, le thérapeute peut avoir des rencontres téléphoniques avec les professeurs, les intervenants dans l'école, avec la famille. Peut aussi aller visiter le milieu communautaire, visiter les amis, avoir donc ces genres d'accompagnement, voir les activités. S'il y a des activités qui supporteraient plutôt un environnement de consommation, le thérapeute peut constater ça par les rencontres téléphoniques, les visites à la communauté, les visites à l'école et en parlant avec les intervenants à l'école. Donc, on parle de ce genre d'accompagnement. Je ne sais pas si ça a bien répondu à la question. Je ne vois pas d'autres questions, des mains levées. Et j'ai vu que quelqu'un a dit que ça va l'aider à rediriger ses interventions liées aux problèmes comportementaux. Aussi, pour cette personne, dans la présentation, on va vous donner de la littérature recommandée, donc des liens pour l'implantation de ces interventions prometteuses, si la personne est intéressée. Donc, on inclut là les manuels d'intervention de 2 interventions prometteuses, donc l'approche de renforcement par la communauté et la thérapie multidimensionnelle. Et aussi, ça peut varier un peu pour l'approche motivationnelle, mais si la personne est intéressée, on peut aussi trouver des manuels qui seraient plus pertinents. Mais là, les manuels, je pense que ça serait complet pour l'aider.